L'art d'avoir toujours raison a été publié en 1864 et ce livre regroupe 38 stratagèmes, 38 stratagèmes pour gagner le débat, 38 stratagèmes pour avoir toujours raison face à un adversaire. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette dialectique héristique, c'est-à-dire à ces stratagèmes, à ces techniques, à ces ruses pour gagner un débat. Alors évidemment, on peut noter la dimension sarcastique de Schopenhauer dans ce livre, mais en réalité, il serait très réducteur de résumer le livre à cette dimension sarcastique, c'est-à-dire que le but de ce livre, c'est aussi de proposer au lecteur un manuel d'autodéfense rhétorique et intellectuelle qui va vous permettre de détecter dans le discours de vos interlocuteurs tout ce qui va être de l'ordre des arguments fallacieux, des sophismes, ou même des techniques de comportement pour prendre le dessus sur l'autre dans la discussion. Les stratagèmes de Schopenhauer sont donc à la fois des stratagèmes intellectuels, mais aussi des stratagèmes psychologiques. Parce qu'évidemment, la discussion intègre une dimension psychologique, c'est-à-dire que dans un débat, les émotions jouent un rôle. Les émotions ont une influence sur notre manière de réagir aux arguments de notre interlocuteur, et donc si on veut gagner un débat, il faut forcément tenir compte de cette dimension émotionnelle du débat. Il faut tenir compte de la dimension psychologique de la dispute intellectuelle. Alors je disais que ce serait une erreur de réduire le livre de Schopenhauer à une simple dénonciation sarcastique de la malhonnêteté intellectuelle, et en effet Schopenhauer dit lui-même dans l'introduction à son ouvrage qu'il est parfois nécessaire de recourir à ce genre de procédé pour défendre nos idées. Qu'est-ce qui fait dire ça à Schopenhauer ? Eh bien c'est tout simplement le fait que, parfois, une idée vraie, une idée juste, est condamnée à ne pas être entendue, et donc condamnée à l'impuissance, si elle n'est pas défendue avec des armes rhétoriques efficaces. Autrement dit, pour Schopenhauer, la vérité ne suffit pas toujours. Et à ce moment-là, il peut être utile de recourir à des artifices rhétoriques qui vont permettre à nos idées de gagner du terrain. La fonction du débat, ce n'est pas de chercher la vérité. La fonction du débat, c'est de faire triompher notre vérité, notre conception de la vérité. Le but d'un débat, c'est de convaincre. Et convaincre, c'est combattre. C'est combattre l'adversaire. Et combattre l'adversaire, c'est mettre en place toute une série de techniques pour rendre son propos moins convaincant. C'est lui opposer des arguments de telle sorte que ces arguments vont perdre de leur efficacité et de leur puissance de persuasion. Remarquez d'ailleurs comme le champ lexical du débat est un champ lexical guerrier. Je parlais à l'instant d'opposer des arguments, mais on parle également de confrontation d'idées, de stratégie argumentative, d'armes intellectuelles et de gagner le débat. Donc ici, Schopenhauer ne se place pas du tout dans une perspective philosophique d'investigation du vrai. Il ne s'inscrit pas dans la démarche socratique de la dialectique de la vérité. Il s'inscrit dans la dialectique héristique, c'est-à-dire dans l'art de la controverse. Alors pour ceux qui auront envie de lire le livre, je vous invite très fortement à ne pas sauter l'introduction. Je vous recommande vivement de lire l'introduction parce que Schopenhauer y explique d'où vient notre besoin d'avoir raison, a fortiori d'avoir raison face à quelqu'un, et davantage encore en public. Et Schopenhauer nous explique qu'en fait c'est tout simplement lié à la nature même de l'être humain et à une caractéristique de l'être humain, une caractéristique innée qui est la vanité. La vanité, c'est l'inconsistance. C'est le fait d'être moins intéressé par le fond des choses que par l'apparence extérieure des choses, d'être moins intéressé par la vérité que par l'image de nos idées. C'est la logique des apparences. La vanité, c'est ce qui fait que l'être humain préférera toujours avoir tort, mais remporter les éloges, qu'avoir raison et recevoir la réprobation. L'être humain préfère les louanges à la vérité, il préfère le succès à la sagesse, et c'est pour ça que l'être humain a recours à la rhétorique et qu'il n'hésite pas à jouer sur les apparences pour remporter l'adhésion du public. À cela, il faut ajouter que l'être humain a une tendance à l'obstination dans l'erreur. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans l'erreur, il n'y a rien de pire que de le reconnaître. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on considère que ça va nous faire perdre en crédibilité. Et que donc, c'est un aveu de faiblesse. On considère que reconnaître une erreur, c'est prêter le flanc aux attaques. Donc on préférera toujours s'obstiner dans l'erreur, quitte à faire preuve de la plus grande des mauvaises foi,
du moment qu'on peut sauver les apparences. L'être humain pense que les apparences le sauveront. Il pense que les autres ne détecteront pas la fraude et que du moment qu'il défend ses positions, obstinément, il finira toujours par s'en sortir. Bien sûr, c'est une illusion, mais c'est un besoin. Nous avons besoin de prouver que nous avons raison, mais nous avons besoin de nous prouver que nous avons raison. Quand on argumente avec zèle, quand on argumente avec offensivité ou avec agressivité, ce n'est finalement pas tant l'autre que nous cherchons à convaincre, c'est nous-mêmes. Nous voulons nous convaincre que nous avons raison, que c'est notre manière de penser qui est la bonne, parce qu'il en va de notre estime de nous-mêmes, parce qu'il en va de notre image de nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous avons sans cesse besoin de nous justifier vis-à-vis de nous-mêmes, de nous persuader que nous sommes dans le vrai. On pourrait comparer les croyances humaines à un édifice qui menacerait de s'effondrer si on retirait un étage. L'être humain passe toute sa vie à construire un système de croyances, un système de lecture et de compréhension du monde. Et une fois que ce système est construit, il est hors de question d'en changer. Il est hors de question de remettre en cause ce système. Donc on préférera toujours colmater les fissures, monter des échafaudages, pour tenter de rendre cohérent un système qui ne l'est plus, pour tenter de se convaincre que notre système est le bon. Dans tous les cas, il est hors de question de laisser notre édifice de croyances se laisser détruire. Parce que sans ce système de croyances, nous ne sommes plus à l'abri. Nous devenons vulnérables. Nous sommes en danger. La malhonnêteté intellectuelle, la mauvaise foi, le déni, le mensonge, ce sont parfois des stratégies inconscientes qui répondent d'abord à un besoin de repère. À partir du moment où on vit avec les autres, on a besoin de repères. On a besoin de repères auxquels on va s'identifier, grâce auxquels on va se définir. Et c'est très important de pouvoir se définir. Se définir auprès des autres, se définir auprès de soi-même. C'est ce qui fait qu'on va très souvent défendre des idées, non pas parce qu'elles sont vraies, mais pour défendre une conception de nous-mêmes, et pour défendre l'image à laquelle on veut correspondre. Une autre manière de le dire, c'est que on peut être de mauvaise foi, de bonne foi. On peut par exemple être certain d'avoir raison pour justifier le recours à des arguments fallacieux. Mais le fait qu'on s'identifie à des croyances fait qu'on va défendre ces croyances comme si on défendait notre propre vie. Et quand il s'agit de défendre sa vie, on ne se pose pas la question de savoir qui a raison et qui a tort. On défend sa vie. Et pour défendre sa vie, tous les coups sont permis. Toutes les armes sont bonnes à prendre. Et donc, l'appréciation de la valeur d'un argument ne va pas se faire par rapport à sa conformité au vrai, elle va se faire par rapport à notre conviction profonde et au besoin que nous avons de croire dans cette idée. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est beaucoup plus tolérant envers des arguments qui vont dans notre sens, y compris quand ce sont des arguments médiocres, qu'envers des arguments qui s'opposent à notre vision du monde. Si je m'estime faire partie d'un camp en lutte contre un autre camp, si je me reconnais dans un parti, dans un mouvement d'idées, dans un clan, je vais me refuser à reconnaître la valeur des arguments du clan opposé. Je vais considérer que tout argument qui émanera de ce clan sera forcément nul et non avenu. C'est la logique même du militantisme. Le militant ne pense pas, parce que penser, c'est se donner l'occasion de changer d'avis. Et donc d'être dans l'inconfort, voire l'insécurité psychique, c'est-à-dire de voir apparaître une fissure dans l'édifice de nos croyances. Reconnaître qu'on a tort, c'est très difficile. C'est très difficile car c'est un aveu de faiblesse. En tout cas, c'est ainsi que nous le voyons. C'est ainsi que nous le voyons parce que nous avons une vision de l'échange intellectuel comme étant une lutte pour la reconnaissance. C'est une idée que développe le philosophe Hegel, qui parle de l'affrontement des consciences qui sont chacune en lutte pour la reconnaissance. Nous avons besoin que les autres consciences nous reconnaissent. Et c'est à ce moment-là que la dispute intellectuelle cesse d'être intellectuelle pour devenir une lutte d'ego, une lutte pour la survie. Quand on conçoit la vie comme une lutte permanente, reconnaître qu'on a tort, c'est prêter le flanc à l'ennemi. C'est se mettre à découvert. C'est risquer la mort. On veut croire que la vie est une guerre, parce qu'à la guerre, tous les coups sont permis. Et c'est toujours plus facile d'assumer notre agressivité quand on part du principe que l'autre nous veut du mal. Notre besoin d'avoir raison traduit en fait notre fragilité, notre vulnérabilité et notre désir de reconnaissance. Lorsqu'on a confiance en soi et en ce que l'on pense,
Lorsque l'on est détaché de notre image et du jugement des autres, on n'a pas besoin d'avoir raison. Et on a encore moins besoin de montrer qu'on a raison. Lorsqu'on est uniquement intéressé par la vérité, notre seul besoin, c'est d'agrandir notre champ de compréhension du monde. Quand Socrate disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », il voulait dire notamment que la connaissance est faite d'allers et retours. D'abord, on ne sait pas, puis on croit savoir, puis on s'aperçoit que notre savoir n'était pas la vérité. Alors, on fait évoluer notre savoir. Et à mesure que notre savoir évolue, on prend conscience que ce savoir n'est que croyance, et qu'un jour, il sera contredit, il sera remis en cause et mis à l'épreuve. Plus on comprend les choses, plus notre conscience progresse, et moins nous nous identifions à nos croyances. Moins nous éprouvons le besoin de nous battre pour faire reconnaître ce que nous pensons. Parce qu'alors, nous cessons de nous définir par nos idées. Ces idées auxquelles nous tenons tant, ces idées qui sont comme la peau de notre esprit. Ces idées sans lesquelles, pensons-nous, nous ne sommes plus rien. Nous sommes en lutte permanente pour la reconnaissance des autres, mais aussi la reconnaissance de nous-mêmes. Notre besoin d'avoir raison, c'est notre besoin de combler le puzzle des autres avec les pièces de notre propre puzzle, et d'insister et de forcer si la pièce ne s'emboîte pas. Le besoin d'avoir raison, c'est le besoin de se conférer une légitimité. C'est le besoin de se protéger et de se confronter au monde pour ne pas avoir à se confronter à soi. C'est le besoin de pouvoir continuer à vivre sans avoir à affronter les questions dérangeantes, celles qui nous pousseraient à la remise en question, celles qui menacent de faire vaciller notre système de croyances, de faire vaciller ce que nous avons mis des années à construire et à consolider, pour le voir finalement s'effondrer. Savoir nous dispense de croire, et savoir que ce que nous croyons n'est que ce que nous croyons, c'est savoir qu'en réalité, nos croyances ne s'effondrent jamais. Elles se transforment, elles mûrissent, elles suivent le cours de leur existence. En évoluant, nos croyances ne meurent pas, elles montrent qu'elles sont vivantes. Une croyance qui évolue n'est pas une croyance qui meurt. Une croyance qui évolue est une croyance qui vit.